Donc 64% des entreprises de 50 salariés ou plus connaissent la notion de RSE. On est tous concernés, forcément on a tous un rôle à jouer dessus, que ce soit donc, sur notre vie perso ou bien même dans nos futures entreprises plus tard ou dans le monde actuel. Salut Mélissa, comment ça va? Salut Sandrine, ça va et toi? Bah ouais, ça va. On se retrouve ce soir pour enregistrer un nouvel épisode, c'est normal Thomas, t'inquiète pas. Donc ce soir on enregistre un épisode sur le thème de la RSE. Alors c'est tout un programme parce que dans la RSE, on a beaucoup de niveaux de connaissances qui sont différents. Ouais. Et je pense que c'est un mot entre guillemets qui devient la mode et du coup on sait plus trop où situer la RSE ou ce que c'est la RSE, mais on va échanger sur ce point avec nos invités. Donc on commence par les plus jeunes ou les femmes. Bon bah enchanté, je m'appelle Thomas, je suis en BTS NDRC, actuellement j'entame ma 2e année. Et à côté, je suis en contrat d'alternance à Volkswagen et Skoda à Dreux. Top. Et donc une politique RSE dans le milieu de l'automobile. Donc ça va être intéressant à 2 titres. Donc sur ce secteur d'activité et la vision d'une génération Z, parce que Thomas fait partie de la génération Z. Tout à fait. Et donc nous avons Juliette, c'est notre experte. Donc si vous êtes abonné à notre podcast, Juliette est intervenue sur la décarbonation. C'était un épisode hyper intéressant puisque Juliette, elle a cette capacité de rendre accessible des sujets un peu vus de l'extérieur compliqués. Et elle a une approche très pratico-pratique que j'aime beaucoup. Donc, salut Juliette. Bonjour Mélissa, bonjour Sandrine, bonjour Thomas. Bonjour. Et puis on espère qu'on va arriver à faire aussi pratico-pratique sur la RSE que sur la décarbonation. Je pense. Aucun doute. Ouais. Alors, comme on a une experte sur le sujet, tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie? Alors j'accompagne des entreprises, surtout industrielles, dans la transition bas carbone. Donc en réalité, je suis experte de la RSE, certes, mais surtout du pôle environnement de la RSE. Mais bon, ceci étant, je connais bien aussi le reste des sujets. Ok. Et donc du coup, si on commençait par définir l'acronyme RSE. C'est une bonne question. Déjà, on en discutait un petit peu avant. Enfin, tout le monde ne sait pas forcément ce que ça veut dire. Donc, c'est pas restons soudés ensemble ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre? Mais peut-être avant qu'on fasse la définition, qu'est-ce que, je sais pas, Thomas, qu'est-ce que ça t'évoque la RSE? Rien que alors, sur la base du RSE, pour moi, ça va être tout ce qui est respect de l'environnement, que ce soit pour les entreprises ou bien même sur notre côté privé, perso à côté. Mais l'acronyme, pour moi, ça sonnait plus vers responsabilité sociétale et environnementale. Donc justement, tourner autour de cette thématique. Et c'est vrai que le terme exact, avec la définition exacte, franchement, je dois avouer que je suis pas tellement à l'aise, entre guillemets, sur le sujet pour... Ouais, je pense que c'est assez nébuleux, moi, pour beaucoup de personnes. Je pense, c'est pour ça que c'était intéressant de faire le point sur ce sujet-là. Alors, la RSE, l'acronyme, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, effectivement, il y a un volet environnement, mais il n'y a pas que ce volet-là. En tout cas, on vient d'identifier que la génération Z dans la RSE, c'est environnement. Oui, c'est ça, c'est ce que tu disais, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Alors moi qui accompagne de nombreux chefs d'entreprise et qui l'ai été aussi et qui le suis encore en partie, je trouve que de toute façon, on ne souligne pas assez le fait que l'entreprise a un rôle social, parce qu'aujourd'hui, qui paye les cotisations, etc., enfin, qui permet que le système de solidarité tienne, c'est le système économique. Il faudra quand même ne pas oublier ça. Et sur cette fonction de base, qui est quand même une fonction que portent les entrepreneurs depuis toujours, ils prennent du risque et par ce risque, ils permettent à tout un tas de créer de l'emploi. Alors certes, les salariés font leur part aussi, mais c'est quand même cette prise de risque qui tient le système social aujourd'hui. Il y a un peu cette injonction récente qui s'est imposée en plus que l'entreprise doit assumer un rôle sociétal et environnemental, c'est-à-dire qu'elle doit jouer ce rôle-là de création de valeur, mais en respectant des obligations sociales, de gouvernance et en respectant l'environnement. Donc c'est ça la RSE. Du coup, j'ai une question. Est-ce que c'est lié à des politiques européennes ou c'est vraiment international?
Ça, c'est une bonne question. C'est sûr que l'Europe est quand même plus en avance de ce que je perçois. Enfin, en réalité, je j'ai pas de réponse toute simple à ta question, qui est une très bonne question. On a tendance à toujours un peu bâcher la Chine, hein, notamment en disant, voilà, et nous, on fait notre part, mais la Chine, tout ce qu'ils font, c'est une catastrophe, et qu'est-ce qui se passe outre-Atlantique. Après, je suis pas une spécialiste de ces pays-là. Ce que je sais, c'est que notamment la Chine progresse quand même assez vite sur ces aspects-là, bien qu'on n'en ait pas forcément conscience de notre point de vue. C'est peut-être pas les mêmes critères en plus. Voilà, mais objectivement, faudrait corroborer ça avec le point de vue de gens qui sont spécialistes sur l'export, ce qui est pas mon cas. Après, ce que je peux dire, c'est que l'Europe est quand même chef de file sur la transition écologique, avec tout un tas de normes qui sont en train d'être mises en place, sur lesquelles il y a des allers-retours. Si vous avez suivi un peu les polémiques, il y a eu des mouvements de de forte avancée, puis des retours en arrière. Bon, ça, c'est assez classique de tout marché qui se structure. Donc oui, c'est vrai que l'Europe avance peut-être un peu plus vite. En tout cas, c'est le point de vue qu'on donne de l'intérieur de l'Europe. Oui, c'est vrai. Et là, si j'écoute tes propos, Juliette, on tourne toujours un peu autour de l'environnement et de la réglementation européenne, etc. Mais la RSE, bon, ça a démarré, on a commencé à entendre parler de la RSE dans les années 90. Et moi, à l'époque, j'étais dans une PME, un peu plus tard, un peu plus tard. Et du coup, on a commencé à mettre en place la RSE. Mais la clé d'entrée, c'était pas forcément l'environnement, c'était de prendre en compte l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise avec c'était une relation un peu tripartite ou plusieurs parties où on prenait en compte les salariés, les collaborateurs, on prenait en compte les fournisseurs, les collectivités locales, la politique du moment, etc., etc. Et comment on arrivait à mixer tout ça dans un respect des uns et des autres pour justement rendre les relations plus transparentes, plus équitables et donc plus efficaces. Voilà, moi en tout cas, la RSE, comment je l'ai intégrée et comment elle est arrivée dans le monde de l'entreprise ou du moins au moment où elle est arrivée, comment moi je l'ai compris. Mais t'as pas tort. C'est vrai que dans l'historique, il est pareil, faudrait voir des spécialistes de l'histoire des idées, mais dans qui sommes un peu plus âgés que Thomas, dans notre historique, c'est un peu, au début, on parlait même de développement durable. Oui. C'était pas forcément la partie environnement et carbone qui était la plus développée dans les pratiques RSE, qui existaient en effet depuis 20-30 ans. C'était beaucoup la partie gouvernance, équité sociale, etc., le rapport avec les parties prenantes, ce qu'il y a aujourd'hui toujours dans la RSE et sur lequel l'environnement est venu se greffer. Si on veut rester hyper pratique, en fait, la RSE, c'est quoi concrètement pour une entreprise aujourd'hui? C'est des indicateurs c'est des plans d'action climat et principalement carbone. On en parlait avant le podcast, et biodiversité et eau. Mais ça, c'est difficilement structurable aujourd'hui parce qu'on n'a pas encore les bons indicateurs. Donc, c'est ce volet d'indicateurs et de plans d'action climat-environnement. Et après, il y a les deux volets gouvernance et le second volet qui est le volet social. Et en gros, c'est un peu comme ça que c'est en train de se structurer dans les entreprises. Alors c'est intéressant parce que justement tu parles de la notion de RSE que vous connaissez du coup toutes les deux depuis que vous avez commencé à travailler. Après, moi. Un peu après. Plus tard. Ouais, moi ça devait être au début, donc oui, ça c'est logique. Mais il y a ce mouvement du développement durable qui a pas duré longtemps, qui a été un peu battu en brèche. En fait, moi, la notion de RSE, et je te demanderai après, Thomas, mais moi, la notion de RSE, pour moi, c'est récent. Et en fait, effectivement, avant, c'était plus développement durable, etc. Et j'avais l'impression que c'était une notion qui était plutôt récente, mais en fait, pas du tout. Toi, Thomas, est-ce que ou t'en as toujours peut-être entendu parler ou... Je te rejoins là-dessus. C'est vrai que c'est un terme que j'ai toujours entendu quasiment depuis, entre guillemets, que je m'intéresse justement à ce domaine-là. C'est un domaine qu'on entend tout le temps, mais on se sent pas forcément touché en tant qu'employé. Par exemple, on n'a pas forcément ce ressenti, le fait de se dire entre guillemets, de détecter plutôt toutes les pratiques RSE dans les entreprises. C'est vrai qu'on n'a pas forcément cette vision dessus, et on en entend parler, surtout sur les chaînes d'information, etc. Mais on n'a pas vraiment la main ou les idées dessus. Donc en fait, tu penses, malgré tout, il y a un manque de connaissances déjà sur. On va en parler après des actions possibles suivant les volets qui sont compris dans la RSE, mais il y a peut-être un manque d'informations finalement sur ce qu'est vraiment la RSE. Donc on va d'abord faire le quiz.
Allez, on fait le quiz parce que moi j'ai. Est-ce que je peux poser une question bien sûr. avant? Ouais, Mais je me demandais à Thomas, je voulais te demander, Thomas, spontanément, la RSE, si tu devais dire 3-4 mots comme ça, tu dirais quoi? De ton point de vue, de ta génération? Alors, sur ma génération, je dirais surtout, ça se base aussi sur la responsabilité. Chacun est responsable forcément de son environnement. Ça passe un peu partout. Sur l'environnement, on va voir tout ce qui est recyclage, etc. pour donner quelques exemples, mais aussi des meilleures habitudes de consommation. On va avoir plusieurs exemples, comme par exemple la fast fashion aujourd'hui, où justement ils nous incitent à consommer en grande quantité en nous vendant une image un peu plus verte, alors qu'au final ils arrivent à polluer un maximum en dehors de la production. C'est tout plein de choses, et surtout en fait aujourd'hui faire attention à son environnement, à ne pas trop consommer, à choisir entre guillemets de consommer d'une meilleure qualité. Et donc c'est plus sur le côté toi consommation environnement. c'est ça, c'est plus sur le côté consommation environnement. Ça va rejoindre forcément notre mode de vie à côté. Forcément, plus il est sain, plus on a un mode de vie un peu plus sain, une consommation plus saine. Et après, ouais, pour moi, c'est tout là-dessus. Est-ce que ça t'interpelle, enfin je sais pas si c'est le mot, mais est-ce que le retour de Thomas te fait poser question justement? Non, ça me semble assez logique. C'est un peu ce que je vois aussi sur la génération de mes enfants, qu'en fait vous rentrez pas mal dans la RSE et c'est très bien par vos propres pratiques d'achat. Et ce qui vous questionne un peu, c'est comment vous consommez au final, enfin notamment sur la problématique de la mode. Moi, ce que j'ai entendu et qui est hyper intéressant, c'est que Thomas vient de dire que responsabilité, on est responsable de. Ça, c'est une notion qui est un peu nouvelle parce que nous, on nous a un peu imposé la RSE et alors un peu imposé. Sur la partie environnement, il y avait des règles, etc. Mais sur d'autres parties, type les ressources humaines, etc., c'était à nous de faire un bilan de comment on fonctionnait, etc. Alors on parlait d'inclusion, on parlait d'égalité salariale entre hommes-femmes, de qualité de vie au travail, etc. Et ça, c'est une notion aussi qui me semble, et du coup, la génération de Thomas ne l'a pas du tout évoqué. Toi, tu évoques beaucoup l'environnement, mais il y a toute cette partie-là, quoi, de ressources humaines et de gouvernance qui sont pas si compliquées à mettre en place. Et en même temps aussi dans la transparence avec nos clients, avec nos fournisseurs, avec des chartes de bonne qualité. Et ça, c'est des choses qu'on a mis rapidement en place et ça fait partie de la RSE. Qui ont rendu le travail plus agréable et, si c'était pas forcément le cas sur certains sujets, en tout cas, ça a permis d'échanger avec l'ensemble des parties prenantes sur un sujet. Donc, du coup, de se rassembler et de voir comment on pouvait construire demain ou en tout cas améliorer notre fonctionnement. Et moi, vraiment, c'était cette clé d'entrée-là et pas forcément l'environnement. C'est marrant. Vous avez des clés d'entrée différentes. Ouais. Hormis, effectivement, à un moment donné, et ça, c'est ma partie très RSE, mais je rentre dans le côté économique, hormis de changer les ampoules avec des ampoules LED qui allaient me faire diminuer ma consommation électrique et non pas mon empreinte carbone à l'époque. Donc, vous voyez, c'est un peu... Mais c'est pour ça que c'est hyper intéressant. Donc, vis-à-vis du quiz, on avait une première question qui était de définir l'acronyme RSE, mais on l'a fait en préambule de ce podcast, donc on va peut-être pas redire, juste que ça veut dire responsabilité sociétale des entreprises. Question 2. La RSE. Ouais, il faut que j'achète des poètes là, ce sera marrant en plus. C'est une idée. Donc, la RSE, ça concerne uniquement l'environnement, les salariés et les clients, ou l'ensemble de la société et de l'environnement. Vas-y, réponds. Ça paraît logique dit comme ça, mais c'est vraiment l'ensemble, que ce soit la société ou bien même les clients. Très bien répondu. Bravo. Mais sur tout le terme de la RSE, c'est pas forcément sur la partie entreprise, c'est aussi justement sur notre partie perso, comme je l'ai dit juste avant, c'est nos habitudes. T'as fait un focus sur le perso aussi, surtout. Ouais, sur cette notion de responsabilité qui est vraiment intéressante et peut-être que moi, ma génération, en tout cas, je n'ai pas la prétention d'être représentative de l'ensemble de ma génération, mais en tout cas, cette partie responsabilité, j'ai bien aimé l'entendre dans
dans ta bouche. C'est parce que pour moi, forcément, on n'a pas la même expérience d'un côté. Moi, actuellement, j'ai 19 ans. Ça fait. Oui, merci de me rappeler que je suis beaucoup plus vieille. Faut pas le voir comme ça. Je parle surtout au niveau de l'expérience dans les entreprises. Actuellement, ça fait uniquement 1 an que je suis dans le milieu, que je travaille, ouais, dans le milieu professionnel. Et moi, j'ai pas tellement entre guillemets ce sens de RSE, toutes les connaissances de RSE dans l'entreprise, ça va plus se jouer sur le côté perso. Oui, c'est ça. C'est ce que je vois, mais ce qui est une vraie clé d'entrée que vous avez, et ce que je constate sur mes enfants, c'est ce que je disais, c'est que je vois que votre génération est déjà impliquée en tant que consommateur et dans vos pratiques à vous, avant même d'être acculturé au monde de l'entreprise et donc, du coup, quelque part aussi, quand je travaille avec des plus jeunes, qui sont peut-être un peu moins jeunes que toi, mais quand même, je vois qu'ils ont pas du tout la même sensibilité à la RSE que les plus de 40 ans. Parce que vous posez des questions dans vos modes de consommation, en fait. Donc, ça va être beaucoup plus simple, finalement. Mais souvent, oui, c'est sûr que c'est plus facile que les quinquas ou voilà, forcément. Disons les termes, mesdames. Nos petits jeunes, ils sont un peu plus avancés sur la courbe de changement par rapport à tous ces sujets-là, puisque voilà, c'est des discussions que vous avez entre vous, que moi j'ai avec mes enfants sur les achats vintage, la fast fashion. C'est vrai, ça cristallise vraiment, mais c'est bien, c'est une clé d'entrée qui est dans votre vie de tous les jours. Donc, Est-ce que c'est pas aussi la consommation sur les réseaux sociaux, oui, qui vous a permis de prendre conscience de ce type de comportement, qui pousse à la surconsommation et tout ça, et surtout que maintenant on peut voir ce qui se passe vraiment derrière. C'est ça, c'est même aujourd'hui, on sait très bien que si on se connecte, admettons sur Instagram, on peut très bien tomber, on a juste à écrire dans la barre de recherche. Si je prends une marque de fast fashion du type Shein ou même Zara, n'importe, tout de suite, les premiers résultats qu'on va avoir, ça va être toutes les pratiques entre guillemets qui sont contre le système RSE. Et forcément, nous, on a un plus d'informations, donc justement, on peut s'adapter par la suite sur la consommation. Ouais. Et alors c'est intéressant parce que on parlait un peu de la législation européenne, on a ce truc qui s'appelle la CSRD là. Oui, on va en parler aussi, vous inquiétez pas. Aussi que j'aurais voulu qu'on aborde. En express avant qu'on revienne dessus, il y a des mouvements de recul sur le sujet que nous on trouve dommageables et qu'on trouve dommageables notamment parce que les entreprises françaises vont avoir du mal à recruter des jeunes si elles avancent pas dans la transition parce que les jeunes sont en attente d'employeurs qui affichent des objectifs environnementaux ambitieux. Et qui deviennent obligatoires en fonction des tailles d'entreprise. Et plus on avance effectivement, et plus le nombre de salariés et les exigences de mettre en place toute cette réglementation, ça diminue en nombre de salariés. Je crois qu'aujourd'hui c'est une obligation pour les plus de 500 salariés. Et ça va descendre oui, progressivement. Voilà. Moi, je voulais juste, avant qu'on revienne sur effectivement le CSRD, juste entre parenthèses, qu'est-ce que c'est? Parce que là, du coup, on a dit le mot, tu en as parlé, mais tu as pas dit clairement ce que c'était. Alors, le CSRD, c'est l'acronyme, si je me trompe pas en anglais, d'un truc qui est vaguement Corporate Sustainable Reporting Directive. Elle est incroyable. Une quinca qui parle fluently l'English, c'est parfait. Non, attends, j'ai révisé et je me suis entraînée à dire le truc avant pour le podcast parce que vous l'aviez mis. Non, c'est une blague. Mais non, mais du coup, en fait, c'est un groupe de loi qui a été voté au Parlement européen, mais qui a été beaucoup recontesté cette année, qui oblige les entreprises à faire du reporting extra-financier, c'est-à-dire à faire un rapport sur l'ensemble des indicateurs non financiers de l'entreprise. Et donc, il y a 3 grands volets majeurs. L'environnement, où on va retrouver la biodive, le climat, l'eau principalement, éventuellement la pollution des sols. Il y a le social, donc ça, c'est un peu nos indicateurs RH qu'on a toujours travaillé, l'équité homme-femme, etc. L'inclusion, le handicap, l'accidentologie, voilà. etc. Les risques psychosociaux. Donc ça, ceux qui ont fait des RH se retrouvent bien là-dedans. Et il y a le 3e volet, c'est la gouvernance. Et là-dedans, c'est la parité dans les COMEX et les CODIR, c'est la corruption, etc. C'est toute l'équité des pratiques dans le milieu d'affaires. Donc en gros, si on résume, la CSRD, c'est ça. Voilà. Mais c'est un truc qui est nouveau. Les grosses entreprises y sont soumises là depuis cette année. Et donc on a les premiers rapports extra-financiers qui viennent de sortir, qui ont été audités cette année pour la première fois, et un certain nombre d'organismes qui ont émis des conclusions sur les premiers rapports extra-financiers.
Aujourd'hui, il y a eu pas mal de mouvements de recul en disant ah non, c'est trop risqué, trop compliqué, on revient en arrière. Il y a aussi tout un tas de mouvements un peu conservateurs au Parlement européen, je pense, qui empêchent qu'on avance là-dessus. Et il y a aussi des réelles questions de faisabilité pour les PME, donc tout le monde a fait un peu machine arrière. Ce qui est problématique parce que de toute façon, les grosses boîtes y vont. Donc les grosses boîtes y vont et elles vont entraîner leur chaîne de sous-traitance. Donc si les petites entreprises ne s'y préparent pas, le risque, et moi je le vois chez certains de mes clients, qu'aujourd'hui ils n'ont pas le choix même s'ils sont pas concernés par les seuils parce que leur gros donneur d'ordre leur impose. L'autre chose qui fait que les entreprises vont devoir y aller, c'est que les banques aujourd'hui cherchent à verdir leur portefeuille, donc elles vont leur demander aussi ça. J'ai appris cette semaine que à partir de 2026, il y aurait des obligations dans les contrats, dans les appels d'offres publics sur des clauses environnementales et en termes de reporting aussi social et de gouvernance. Et dernier sujet, on voit que pour le recrutement, c'est un vrai atout, notamment auprès du jeune public. Donc voilà. Ce qui fait que nous, on pense qu'il faut que les entreprises y aillent. C'est vrai qu'il faut leur laisser le temps, les accompagner, mais de fait, il n'y a pas trop le choix. Et puis après, faut être pragmatique. Il n'y a pas le choix. Le directeur de l'indicateur climat de la Banque de France, qui était mardi à une conférence où on était avec l'ADEME, disait que eux, pourquoi ils cotent les entreprises sur le climat? C'est pas une question d'écologie, c'est parce qu'il y a un risque important qu'une entreprise qui n'ait pas pris ça en compte soit moins performante. Donc tout simplement, comme on cherche la performance dans le monde économique, on va suivre ça. Ah ouais. Et là, moi, je reste sans voix. Ah À un moment donné, moi, je suis admirative et j'adore ton discours. Et tu sais à quel point je trouve que tu incarnes, tu vends bien un truc et que tu l'incarnes. Mais en même temps, à côté de ça, tu l'incarnes parfaitement bien. Mais en même temps, tu fais preuve aussi plutôt de bon sens. Et que à un moment donné, un indicateur, ça reste un indicateur. Et si on prend en compte toute la partie RH, il suffit juste de mettre en place un process et des reporting et de savoir qui on est, vers quoi on va. Si on ne mesure pas à l'instant T, on peut pas se projeter dans l'avenir et on sait que le contexte aujourd'hui est très compliqué. Alors il faut savoir rester hyper agile, mais il faut savoir faire une photo à l'instant T où on en est, vers quoi on veut aller, et il y a des étapes. Et plus on va y aller, quelle que soit la taille de l'entreprise, plus on va gagner en efficacité, en agilité, et donc être quand même plus économiquement viable sur le monde de l'entreprise aujourd'hui. J'avais cette discussion avec le directeur d'un site d'une boîte industrielle qui est dans l'accélérateur décarbonation Promo 4. Lui me disait la RSE telle que je l'aperçois, et il a raison, c'est rien de très nouveau, c'est juste on est pragmatique, on cherche du bon sens, on cherche de l'économie d'énergie, de matière, etc. Et du coup il s'y retrouve bien en fait. Ouais. Après en amont il faut aussi être forcément accompagné parce qu'on peut pas avoir la tête dans le guidon, gérer l'aspect commercial et il y a un aspect fort de l'innovation aussi pour gagner en performance et en process et en coût de production du coup. Mais ça prend un peu de temps et c'est vrai que donc n'hésitez pas, quelle que soit la taille de votre entreprise, d'avoir un regard extérieur, de vous faire accompagner parce que vous allez gagner en efficacité et peut-être même en rentabilité. C'est pas neutre par les temps qui courent. C'est clair. Bon, du coup, on a complètement dérivé. Oui, non, mais troisième question, quatrième question. Non, ouais, j'allais rebondir finalement les enjeux actuels de la RSE. Quelle est l'une des critiques majeures adressées à certaines démarches RSE, puisque tu parlais justement de l'accompagnement, enfin bref et tout ça. Donc soit qu'elles coûtent trop cher, qu'elles relèvent parfois du greenwashing, dont on parlait tout à l'heure en off en plus, ou qu'elles excluent les petites entreprises. Thomas, une idée? Honnêtement, d'un côté, on peut dire les trois, mais à vrai dire, je peux pas être sûr à 100%. C'est vrai qu'on a pas mal de problèmes de greenwashing sur certaines entreprises, surtout sur des chaînes de fast-food, etc. Le fait que ça coûte trop cher, oui et non, parce que derrière, justement, ça peut nous permettre une optimisation de nos performances et par la suite dégager plus de profits. Après, tout dépend. Certes, c'est un investissement. Après, c'est à voir justement si les entreprises à côté peuvent pas amortir tous ces investissements pour en dégager du profit, encore une fois. Et après,
Est-ce que ça exclut les entreprises? Oui et non, ça peut très bien être sur une question tarifaire, ou ça peut très bien jouer, comme on l'avait dit juste avant, avec combien de salariés, enfin combien d'entreprises possèdent de salariés, etc. Plein de critères. Je pourrais pas te donner une réponse directe comme ça. C'est les trois. Bah, c'est surtout le greenwashing. 78% des professionnels estiment que le phénomène est trop répandu. Et je trouve que c'est une réalité. Parce que le greenwashing, pourquoi le greenwashing? Parce que à un moment donné, dans toutes les entreprises, il y a des marketing. Et au lieu de faire une photo à un instant T sur des vrais indicateurs et faire un bilan de qui on est et comment on fonctionne, eh ben on prend le contre-pied et on a des marketeurs qui sont très très doués et qui font passer un message qui n'est pas forcément avéré et factuellement ça repose pas sur des vrais indicateurs. Donc tout le monde a dit bah alors on va y aller les messages faire passer quelle est ma proposition de valeur ben voilà je vais récupérer un produit là pour en faire un nouveau mais du coup je vais aller chercher la matière première à l'autre bout de la planète, etc. Donc, c'est ça, et juste après, sur le marketing, ils mettent une image verte, ils rechangent le logo, les couleurs aussi, justement, aujourd'hui, qui deviennent un peu plus bio, entre guillemets, les matières aussi. C'est vrai que c'est tout un aspect marketing, mais après, est-ce que derrière, vraiment, il y a des efforts de fournis à 100%? Eh ben, c'est, alors ça s'appelle, en plus, je porte bien le nom Ripolliné. Donc, on enjolive et on fait un joli package. Sauf que... C'est une expression du Sud? Ah non, c'est un vrai mot de vieux français, Ripolliné. Je ne connaissais pas. Tu connaissais? Pour le coup, même moi, je connaissais. J'allais dire, il faut avoir plus de 50 ans, mais non. Non, et en fin de compte, la petite anecdote, la marque de peinture, donc je ne sais pas si vous connaissez, la marque de peinture Ripollin. Oui, même Macron avait fait une référence dessus lors de son second tour de mémoire. Évidemment. Non, je déconne, je sais pas. Moi, Thomas, je suis absolument subjuguée par ta culture. Ouais. Comme quoi, on dit que la génération Z, nanana, vous avez vraiment des ressources qui sont incroyables. Il suffit juste de vous donner le micro et que tu connaisses le mot Ripolliné, me flatte. Tu vas devenir un de ces chouchous. Fais attention. Je commence à en avoir beaucoup de chouchous. Il va falloir que je sélectionne. Ouais, alors du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, en fait, la CSRD avait pour objectif justement de normer un peu tout ça pour qu'on évite d'être dans le greenwashing, puisque comme tu l'as fait remarquer Thomas avec justesse, c'est le sujet numéro 1. Oui, d'accord, mais comme on l'a dit aussi, en termes de société européenne et tout, il n'y a pas de souci, mais comme on importe sur la Chine, etc., bah, voilà, alors, le greenwashing. Aussi, oui, il y avait la taxe Zuckman. Et de la taxe carbone aux frontières. J'ai plus du... Non, Zuckman, pour moi, c'est autre chose. Non, c'est autre chose, ouais. C'est Raphaël... Luxman. Ouais. Non. Manu, il est qui avait, européen. Oui, c'est lui qui, enfin, en tout cas, il a porté le projet de taxer les colis qui viennent de Chine, donc en fait, il y a plusieurs, de Chine le pays, mais Temu et tout ça là. Il y a plusieurs choses qui sont envisagées. C'est sûr que derrière cette idée de faire du reporting extra-financier, il y a l'idée de protéger aussi un peu le marché européen avec des normes environnementales. Le truc, c'est que ça se met en place doucement avec soit des taxes carbone aux frontières, soit des incitations dans les appels d'offres, enfin des préférences à ce qui est décarboné. Bon, la réalité du terrain, on va pas se mentir, aujourd'hui, ce qui prime, c'est le coût quand même pour beaucoup de décisions, surtout dans des périodes compliquées comme ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller chercher de l'écologie avec de l'économie. Mais il y avait quand même cette volonté de normer le marché pour que on n'ait pas de greenwashing et des indicateurs. Après, ce que je peux dire, c'est que je pense qu'on va rentrer dans un temps super long pour ça, parce qu'on demande aux entreprises de commencer à compter des choses qu'elles n'ont pas l'habitude de compter. Alors, on a dit, le bilan RH, t'es obligé de le faire depuis longtemps, mais compter le carbone, l'impact sur la biodive, la gestion de l'eau. Là, en fait, on est en train de tirer des tiroirs d'un truc que l'entreprise ne sait pas faire et qu'elle est en train d'apprendre à faire. Donc, ça va être long. Et l'entreprise, et surtout de taille intermédiaire, n'a pas forcément les ressources en interne pour mettre en place ça. Moi, je me souviens quand alors c'était un autre sujet, c'était sur de l'importation d'encre, etc., avec des pigments spécifiques. Et sur une entreprise, une PME, 50 salariés, il a fallu qu'on recrute un ingénieur qualité
parce que il fallait tout tracer avec les pourcentages, etc., etc. Et donc c'était des réglementations, mais ça nous a fait grandir et ça a fait. Et si on prend au bon moment et qu'on a les ressources ou en tout cas la volonté d'investir sur ce type de ressources-là, ça nous fait gagner un gap par rapport à la concurrence et ça nous différencie de la concurrence sur des entreprises de taille intermédiaire ou des PME entre 30 et 100 salariés. Et justement, pour éclaircir un peu tous les points dont on parle tout à l'heure, je pense que c'est intéressant de prendre point par point, donc l'environnement, le social, les ressources humaines, et de dégager des idées, en tout cas de ce qui se fait sur de la RSE dans ces points-là. Donc par exemple, l'environnement, qu'est-ce qu'on peut faire pour rentrer dans ce concept, j'ai envie de dire, qui je pense reflète ma génération, mais de RSE? Ben, est-ce que tu veux répondre, Thomas, toi, sur tes attentes? Je te laisse la main dessus. Et qu'est-ce qu'on peut faire sur l'environnement? Bah, souvent, le premier sujet, c'est de commencer à faire son bilan carbone et de commencer à compter le carbone parce qu'en fait, on va commencer derrière à mettre en place des indicateurs que souvent l'entreprise n'a pas l'habitude de suivre sur l'énergie, sur les matières premières, sur les non-conformités, sur la gâche, sur l'usage des produits chimiques, etc. Au travers du bilan carbone, on va aller chercher tout plein d'autres choses. Alors moi, je dis avec des mots moi très pratico-pratique. Oui. Je te coupe, excuse-moi. Non, mais vas-y. Mais c'est l'éclairage. Je reviens à mon éclairage LED. Réduire la consommation, Réduire la consommation, favoriser les mobilités durables avec le télétravail, le covoiturage, les transports en commun. Moi, je suis hyper basique. Oui, alors c'est vrai que j'ai plus raisonné avec mon référent d'entreprise mais c'est très bien. Au sens où c'est vrai que l'industrie c'est quand même 20% de nos émissions et et t'as raison, le transport c'est 30%, donc c'est vrai qu'on a des leviers majeurs. L'éclairage c'est un sujet qui est intéressant parce que c'est rapide, pratique mais souvent c'est pas le gros de la consommation énergétique. C'est pas là. Dans certaines industries un peu quand même. Non, comme l'eau, comme l'éclairage est quand même loin souvent derrière les consommations de process ou autres en fait. Donc on va aller quand même chercher et puis c'est visible. Enfin, sans mauvais jeu de mots, c'est visible pour les salariés, donc ça entraîne en fait. Un peu comme les mobilités, mais le tri sélectif aussi. La mise en place de tri sélectif, ça a l'air tout bête, mais c'est super important. Optimiser les déplacements professionnels, à faire avec des visioconférences, prendre le train plutôt que l'avion. Enfin, moi, je trouve que déjà, si chacun d'entre nous sur des tailles, alors je parle pas de l'industrie, et je parle vraiment de la TPE, PME, ça c'est possible. Acheter de façon responsable, alors ça n'a pas un fort impact sur le bilan carbone. Et vous, pour diminuer le bilan carbone des entreprises, il faut aller taper sur les grosses entreprises. Mais bon, voilà. Les gros postes des entreprises qui sont les achats de matières et la consommation d'énergie en fait et le transport. C'est ça. Et en plus de ça, sur tout ce qui est transport et mobilité, que ce soit dans les entreprises ou même dans la vie perso à côté, aujourd'hui, on a pas mal justement d'aides de l'État qui rendent tous ces moyens entre guillemets de mobilité. Ouais, de mobilité accessible. N'empêche, sur les véhicules, nous en ce moment, actuellement, on est en septembre, on a pas mal d'offres au niveau du leasing social, donc qui nous permettent en fait de sortir des véhicules 100% électriques à des mensualités vraiment assez attrayantes et sympas en fait, qui rendent accessible à tous les consommateurs. Et en plus de ça, aujourd'hui, l'État met en place tout plein d'aides pour justement faciliter la transition. En général, sur les entreprises, si je reprends le milieu des industries, on va avoir tout ce qui est véhicules de fonction, de société. Ça va être des diesels qui consomment pas beaucoup, mais le problème c'est que l'empreinte carbone, en fait, derrière, justement, elle monte. Et on va avoir justement cette transition électrique. Mais ça, comment dire? Aujourd'hui, l'État essaye de le rendre un peu plus accessible. Donc, c'est vrai que ça rentre aussi dans ce critère d'RSE, c'est sympa. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que sur les flottes de véhicules, tu dois bien voir le sujet en travaillant chez un concessionnaire. On est un peu bloqué souvent parce que on finit par privilégier du diesel léger qui consomme peu parce que en fait le parc, l'électrification n'est pas au rendez-vous pour les longs déplacements. C'est donc, ça. Voilà. C'est une habitude de consommation à prendre et après c'est surtout ça engendre quand même un investissement parce que non seulement il y a l'achat des véhicules juste après. En général, les entretiens, c'est directement compris dans les contrats de location. Après, oui, ça va être tout ce qui est borne de recharge.
C'est aussi une organisation, justement, si un commercial en électrique fait un trajet avec son véhicule, faut calculer la recharge, essayer de trouver une borne disponible. C'est toute une organisation. Il y en a beaucoup, justement, qui râlent et qui ne souhaitent pas, entre guillemets, passer ce cap par peur de manque d'informations ou même, de ne pas avoir la possibilité de recharger ou de faire son plein à n'importe quel moment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a pas mal de solutions qui existent, que nous, on présente très bien en concession, ou bien même sur Internet, sur certaines chaînes, sur les réseaux sociaux où c'est spécialisé là-dedans. On va nous expliquer toute la manipulation à prendre, comment préparer ses trajets, comment justement pouvoir bénéficier d'une installation d'une borne de recharge, que ce soit dans son domicile ou directement sur son parc automobile. Il y a plein de petites aides aujourd'hui qu'on peut trouver dessus. Il y a un vrai accompagnement finalement. Et en fait, ce que je trouve intéressant à vous écouter depuis tout à l'heure, c'est que toi, Thomas, quand on parle de RSE, tu viens toujours replacer le personnel. Et vous, Juliette et Sandrine, t'as parlé tout à l'heure de tri chez toi et tout ça, mais vous êtes... mais même dans les entreprises, le tri sélectif. Oui, mais justement, vous parlez que d'entreprise et à chaque fois, Thomas, il remet le perso. Comme je l'ai dit juste avant, moi, j'ai pas énormément d'expérience dans l'entreprise globale, donc j'ai plus ce côté perso, entre guillemets. Ouais, mais je pense que ça fait justement partie de vos générations d'avoir toutes ces réflexions, même à titre personnel, voire surtout à titre personnel, je pense. Oui, c'est sûr que dans nos générations, la poignée d'écolos, c'est toujours un peu anecdotique, pas forcément bien vécu. C'est un peu les écolos crado qui veulent Ou alors c'est ceux qui mangent pas de viande, alors que moi je me régale avec une bonne côte de bœuf. Attendez, si on a des véganes, on peut pas dire ça. C'est vrai, là tu vas te faire des ennemis peut-être. Et c'est vrai que dans votre génération, on sort et c'est très bien un peu de ces clichés pour aller sur des questions d'usage qui sont plus décomplexées. En fait, ça me fait réfléchir. Enfin, j'en conclus qu'il y a vraiment une approche qui est différente du travail. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Ils sont quand même axés, et c'est pas du tout une critique, loin de là, sur leur vie perso et après l'entreprise. Parce que depuis tout à l'heure, Thomas, il parle de sa vie et de l'entreprise. Alors, vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, c'est assez représentatif aussi. Ça, c'est typique la Gen Z, entre guillemets. C'est vrai qu'on se met d'abord, entre guillemets, en avant parce que, on a aussi notre bien-être. On entend tout le monde dire depuis qu'on est tout petit, si t'es pas bien dans un travail, quitte-le. Ça, c'est l'exemple qu'on nous a tous donné. Faut faire ce qu'on a envie de faire ou ce qu'on aime faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive, entre guillemets, à se faire entendre, à donner un peu plus de voix dans la partie entrepreneuriale. Et justement, c'est pour ça aussi on a une sorte d'éducation, entre guillemets, tournée vers le moi, et après les autres, on verra. On va vous dire un truc, en fait, on vous a menti. C'est quoi, on regrette. J'aurais dû dire ça. Non, pourquoi? Non, je plaisante. Non, mais toi, t'es entre deux encore. Ouais, moi, je suis encore rebelle, tu sais, en mode non. Mais j'aime beaucoup, et dans le cadre de la RSE, en fonction de la génération, le niveau d'implication, et là, tu as fait une excellente synthèse, ça veut dire que la génération X, on va être très tourné dans l'entreprise parce qu'on l'a découvert dans le monde de l'entreprise, même si je tiens à dire que ça fait plus de 25 ans que je trie mes déchets à la maison. Mais en même temps très tourné vers l'entreprise. Vos valeurs, ça va être l'équilibre vie perso, travail. Donc vous faites un peu un mix des deux. Et la génération Z, on compte beaucoup sur vous pour faire changer les choses quand même. Du coup, ils s'approprient vraiment. Ils vont appliquer ce qu'ils font au niveau perso en entreprise. Ouais, voilà. Sauf que nous, on a fait un petit mélange de tout. Ce qui est logique aussi. Moi, je reste très pratico-pratique et très tournée économie. Bah oui. Optimisation des process, économie, amélioration de la rentabilité. Ça, c'est quand même notre génération. Ah ouais. C'est notre génération, ouais. Peut-être pas pile dans la même selon les cases, mais on fonctionne quand même tous pas mal comme ça. Ouais. Donc, c'est ça, mais un problème. Je t'ai vu lever les yeux. La vraie. Qu'est-ce qu'on va faire de... Non, mais la génération Y, elle n'hésite pas, de faire, du volontariat, du bénévolat, voilà, il y a une question de se nourrir intellectuellement ou tout en étant dans des process qui nous ressemblent un peu plus dans l'entreprise. Et la génération X et notre génération Z qui définitivement
continue à me surprendre et que forcément, quand on vous écoute, on se nourrit de plein de choses. Par contre, ils nous font pas culpabiliser. La génération Y nous fait culpabiliser sur l'environnement, sur la RSE, égalité homme-femme. Votre génération nous fait culpabiliser. Oui, c'est ça. C'est la génération des trentenaires. Ouais. Par contre, la génération Z, pas du tout. Ouais. Mais c'est peut-être parce que justement, ils sont sur l'entre-deux. Voilà, merci Thomas. Merci. On a les deux extrêmes d'un côté, et après, si on prend la génération de Mélisa, comme tout à l'heure, justement, on disait que d'un côté, vous favorisez les coûts, mais nous, à côté, ça va être surtout tout ce qui est environnemental, le bien-être, etc. On a eu il y a pas longtemps, en plus de ça, les agriculteurs qui se sont mis en grève, etc., qui ont défilé un peu dans toute la France, parce que justement, en France, on pense surtout à l'environnement, donc anti-pesticides, etc. Ils ont banni quand même pas mal de pesticides, tout ça pour au final exporter, et ensuite que nous, on consomme des produits utilisant ces pesticides. Donc justement, là, on revient sur une version des coûts. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui doit changer. Comment ça résonne pour toi, justement, ça? Parce que c'est un peu de l'hypocrisie. On nous demande de faire quelque chose pour qu'au final, ce que nous, on récupère, admettons, dans nos assiettes, c'est ce qu'on n'a pas le droit de faire d'un côté. Donc on se dit, pourquoi nous, on se sentirait obligé de le faire pour nourrir les autres, et pas nous nourrir nous, personnellement? Ouais. Et vous, comment vous le ressentez, mesdames? Alors, vous parlez du coup, pas que la loi du plomb, je pense qu'il parle oui, c'est ça, c'est vraiment, c'est en général, c'est juste, j'ai préféré donner cet exemple. Alors, effectivement, si on fait suite à l'actualité, sur la loi du plomb, la pétition qui a été signée, etc. Donc, bien évidemment, je suis absolument pas hermétique sur le sujet, mais par contre, j'ai été m'informer sur le sujet et on revient sur l'esprit critique. J'ai été vraiment me renseigner sur le sujet et ça concernait de mémoire une seule sorte de culture et je voudrais pas dire trop de bêtises sur le sujet. Et en tout cas, il était bien mentionné que ça serait fait sous forme de dérogation. Donc, ça voulait pas dire que ce fameux pesticide, dont je n'ai absolument pas mémorisé le nom générique, il revenait pas en force en France, il revenait et il répondait à un besoin d'agriculteurs bien spécifique, etc. Donc, ça a fait l'événement qu'on a connu et en toute transparence. Donc, je suis entourée de gens qui ont voté la pétition, etc. Et on m'a posé la question et j'étais dans l'incapacité de me positionner sur le sujet. Même sujet. En fait, c'est incapable. D'un côté, on a envie. Donc, j'ai pas signé. D'un côté, on a envie du coup, etc. Forcément, on exporte quand même pas mal. Faut que d'un côté, également, le pays gagne des sous. Mais en même temps, il faut améliorer les conditions de vie à l'intérieur du pays, justement, avec l'usage de pesticides, etc. En fait, c'est l'arbitrage toujours entre ce qu'on veut faire dans l'idéal et puis la limite de la faisabilité. Et l'argent. C'est ça, mais trouver un juste milieu là-dessus, on l'aura pas cette année. Vos générations nous adressent des choses parce que souvent c'est quand même nous dans les organisations aujourd'hui qui encadrons vos générations, même si on collabore plus avec vous qu'on vous encadre au final. Et des fois, vous nous adressez des demandes et même à titre perso qui sont un peu contradictoires, c'est-à-dire qu'il faut que le système productif soit suffisamment productif pour payer des prestations sociales, garantir des RTT, garantir des congés, des pauses, des temps de travail raisonnables et en même temps... Et là, on est dans la RSE, qualité de vie au travail. Et en même temps, pousser des fortes normes environnementales. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a jamais un choix qui va cocher toutes les cases, en fait. On sera obligé de sacrifier quelque chose. Donc, et c'est vrai qu'on a cette vision coût parce que souvent, on est aussi un peu les garants de... je sais pas comment dire, la tenue... D'un système par répartition. Voilà, et de la viabilité économique de ça. Et qu'aujourd'hui, on sait pas trop comment, un système par répartition qui est déficitaire quand même, il faut le dire. Soulignons-le. On est fortement déficitaire. Voilà. Et qu'on sait pas trop comment on peut faire peser toutes ces charges en même temps sur l'appareil productif. C'est un peu ça quand même, le sujet. Alors, c'est peut-être notre expérience qui fait que on est moins tranché sur certains sujets parce que on a un historique
que vous n'avez pas forcément. Et je trouve qu'à un moment donné, il faut vraiment aller à l'intérieur des dossiers qui sont pas forcément accessibles pour tout le monde. Et encore une fois, à un moment donné, moi j'ai voulu, donc j'ai été chercher sur Internet la loi du plomb, nanana. Bon, j'étais sur un long trajet et donc je me suis dit pourquoi pas lire ça. Donc à un moment donné, j'aurais préféré prendre un roman ou écouter un podcast. Mais en même temps, à cette lecture-là, je ne sais pas si j'ai tout compris. Je crois que je n'ai pas tout compris parce que pas forcément formée sur le sujet. Donc je n'ai pas tranché parce que je reste alignée avec moi-même. Mais ça, c'est un choix responsable. Ah ben c'est un choix responsable et j'ai pas forcément quand j'entends on va me renvoyer des arguments qui sont déjà prémâchés qu'on trouve partout et en même temps moi j'avais pas une source d'arguments hormis ce qu'on vient de dire qui pouvait asseoir ma position. Donc on m'a dit que j'étais irresponsable, que à cause de moi peut-être que il y allait avoir des maladies graves, voilà. C'était pas tourné en termes d'accusation ou quoi que ce soit, c'était plutôt pour dire que, certes, faut qu'on favorise les coûts d'un côté, forcément, faut qu'on gagne, et d'un côté, il faut que nos conditions de vie s'améliorent. En fait, c'est trouver un juste milieu, ça serait, on sait très bien que ça va être très compliqué. Oui, ça va être dur. Mais l'idéal, ça serait de tout faire pour, entre guillemets. Après, la forte exigence que vous poussez, elle est utile, hein, parce que c'est quand même ça aussi qui permet parfois d'interroger et de monter un peu le curseur et de pousser à rechercher des solutions. Et en plus, vous avez raison aussi sur le fait que le coût, aujourd'hui, c'est un raisonnement court terme, le coût. Parce que le bas coût aujourd'hui signifie un surcoût environnemental demain. Donc, la réflexion sur le coût, elle devrait être sur le plus long terme. Sauf qu'en réalité, aujourd'hui, les entreprises n'ont pas forcément les moyens de se poser cette question, en fait, et de différer la question du coût. Donc c'est complexe. Après, aujourd'hui, les entreprises, avoir une vision au-delà de 3 ans. Ah bah oui, c'est dur. Avec des marchés qui bougent tout le temps. Ouais. C'est ça, ouais. Donc ça s'appelle la théorie VUCA ou le fameux VUCA. C'est le fameux VUCA. L'adaptabilité, j'ai pas mon Mercator, je peux pas vous dire. Oui, voilà. Et donc ça vient de l'armée américaine. Donc c'est des stratégies dans un environnement volatile, etc., où les choses changent très très vite parce qu'on sait tous que rien n'est jamais permanent. Sauf le changement. Donc ça c'est le claim de l'émission. Donc je l'ai dit. On va faire un jingle. Sur ça. Je propose une petite choré avec on fera les pom-pom girls. Oui, c'est ça. Si on revient, donc on a vu la partie environnement et on a un peu dévié sur la RSE. Et si on prend la partie sociale mais ressources humaines, du coup, alors moi quelque chose qui est cher à mon cœur, même si c'est pas toujours et en même temps, je suis pas très tranchée non plus sur un sujet. Garantir l'égalité homme-femme au niveau du salaire, au niveau de l'évolution et au niveau de la gouvernance. Donc il y a eu des réglementations qui ont été mises en place sur la parité, etc. Donc moi, alors je peux pas dire je suis pas une féministe, je suis pour être un être humain libre. Et donc ce qui est un peu différent quand même. Mais non. Quand la parité à la base, c'est juste l'égalité des droits entre les sexes. Voilà, moi je suis pour la liberté de qui on a envie d'être au moment voilà, et pas forcément revendiquer des choses où je me reconnais pas forcément. Mais bon. Et par contre sur la gouvernance, ils ont mis en place dans les comités de direction, tu le disais en introduction, la parité comme dans les collectivités locales, comme nos députés, un député homme, un suppléant ça femme, va pas assez vite. Et moi, à un moment donné, d'imposer des quotas, ça veut dire qu'à un moment donné, la compétence ou l'incompétence, on va pas faire changer les choses. Et je suis bloquée. Ouais, je suis bloquée sur ça parce qu'à un moment donné, il faut travailler sur la liberté. Si j'ai envie d'être dans un comité de direction, on me donne la possibilité de le faire sans pour autant imposer des quotas. La réalité, c'est quand même qu'il y a un plafond de verre aujourd'hui qui est majeur.
Et moi, je le vois, hein, cette question de l'égalité dans l'industrie, certainement. Alors, pas que dans l'industrie, partout. Elle est partout. Elle est vraiment partout. Elle irrigue tout le monde professionnel, mais vraiment de façon très forte, beaucoup plus forte que ce que je pensais. Je te rejoins un peu, Mélissa. Je trouve que ça va pas assez vite. Ah bah non. Alors après, peut-être qu'on est impatiente, hein. Ça fait pas si longtemps que... T'as diffusé un document où je l'ai vu, je sais plus où. Enfin, voilà, je dirais pas c'était sur quoi, mais j'ai regardé le descriptif des personnes et les postes. C'était que des hommes sur les postes hyper haut gradés et tout ça. Et en fait, pour moi, c'est pas une histoire de quota. C'est plutôt une histoire de, comme tu dis, de plafond de verre, de confiance, etc. Et on n'est pas moins légitime, en fait. Et là, ce sujet-là, moi qui travaille beaucoup avec des dirigeants, franchement, il se passe pas une journée quasiment sans que j'y sois confrontée, en fait. Et c'est la réalité dès que tu travailles dans des milieux de dirigeants, en plus un peu technique, on est 10 fois plus challengé que le moindre homme qui se pointe, et c'est vrai. Donc après, je dis pas que le quota est la solution, mais le problème il est là, et il est là de façon majeure et beaucoup plus installé que ce que je pensais, avec y compris des pratiques sur lesquelles je vais pas m'étendre, mais qu'on doit quand même pas mal court-circuiter et qui sont un peu à la limite de ce qu'on a le droit de faire. Donc non, il y a un vrai sujet. Et enfin, c'est même un sujet qui me remonte pas mal parce que sur les quelques dernières années, j'ai quand même vu beaucoup de choses qui dysfonctionnent, beaucoup plus que ce que je pensais. Et en plus, avec le fait que les femmes accèdent de plus en plus à des diplômes du supérieur, on dirait qu'il y a une sorte de mouvement de recul de la part des hommes, ils font front, quoi. Enfin, il y a un peu comme il y avait un mouvement de repli, comme on a sur la CSRD, sur des valeurs un peu masculiniste dans l'entreprise aussi, en fait, hein. Donc il y a quelque chose à faire. Je dis pas que le quota c'est la solution, j'ai pas d'avis, mais c'est vrai qu'il y a un sujet sur l'égalité qui est majeur et qu'il faut pas qu'on voit bien qui a explosé avec MeToo. On voit bien que le sujet est en train de prendre une ampleur importante sur la place publique. Alors moi non plus, je suis pas féministe au sens où les gens disent féministe, c'est-à-dire que je n'ai rien contre les hommes. Parce qu'à partir du moment où aujourd'hui on dit qu'on est féministe, on sous-entend qu'on a une croisade à régler. Mais parce que ça a été déformé. Voilà, ça a été déformé, mais pas du tout. Enfin, moi je dis souvent, on en discute souvent avec mes amis, faut que les hommes soient suffisamment costauds en face pour accepter qu'on est libre, sans pour autant avoir de problèmes avec eux. Et il y a un switch à faire aussi chez eux en fait, hein. Donc c'est pas si simple. Le problème il est là vraiment. Et je pense que c'est un des soucis majeurs qu'on a à régler dans les années à venir si on veut qu'il y ait que les sexes arrivent à cohabiter, en fait. Moi, je voudrais demander à Thomas, parce que justement, nous qui côtoient, alors, te sens pas, non, on est libre et tout ça, il y a vraiment pas de jugement. Je préfère te le dire là-dessus. Moi, c'est pas un domaine, entre guillemets, sur lequel, loin de là, c'est un domaine qui intéresse quand même, parce que forcément, on entend énormément parler. Mais c'est un domaine que moi, personnellement, je n'ai pas vécu, que je connais très mal. Donc, donner mon avis dessus, je pense pas que je pourrais apporter quelque chose de nouveau dessus. Justement, le fait de l'égalité homme-femme dans l'entreprise, on l'a toujours entendu partout, que ce soit en cours, dans les médias ou même dans des discussions perso, ça a toujours été justifié de la même manière, en disant que si une femme, même si elle a le même poste, on a eu tout plein de discours de la part d'hommes la plupart du temps, nous disant qu'une femme est plus susceptible d'être absente pendant le travail, que ce soit par le congé maternité, garder les enfants, n'importe, des choses qu'aujourd'hui, à la limite, on a du mal à dire, mais ça a toujours été justifié de la même manière. Mais personnellement, j'ai pas vu des inégalités, enfin comment dire, flagrantes entre guillemets. C'est vraiment, faut pousser à la limite à chercher les petites bêtes et on se remet en cause personnellement en se disant ah ouais non, c'est peut-être moi qui vais un peu loin. J'ai l'exemple, ma copine actuellement, elle est en aménagement paysager et c'est un domaine aujourd'hui qui est quand même assez pratiqué, ouais, assez masculin. Et rien que pour trouver un stage, franchement, c'est assez compliqué. La plupart du temps, on lui a déjà dit en face, ouais, non, t'as pas assez de force ou des choses comme ça va jouer sur l'aspect physique. Et pourtant, certes, ça peut jouer. Tout dépend du physique. C'est pas forcément l'homme ou femme. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dès qu'on voit une femme dans un métier, on prend par exemple l'exemple du BTP, on va dire ah non, pas faire du mauvais taf, elle va pas avoir les mêmes performances qu'un homme à côté. Et ça, tout dépend parce que justement, ça s'adapte à chacun. Mais j'ai pas d'avis, pas de sujet à poser entre guillemets là-dessus. Je préfère rester neutre. Il ne prend pas de risque. Donc c'est encore un sujet touchy. Donc si on revient à la RSE, c'est qu'il y a quelque chose à faire. À quand un podcast sur ce sujet? Oula, moi je vais être trop énervée, je pense. Je peux pas le faire.
Il y a des chances que moi aussi. Ouais. Surtout que moi, j'ai été confrontée justement de la part d'une femme à une réflexion quand je suis arrivée dans la région parisienne. Est-ce que vous comptez avoir des enfants? Parce que si c'est le cas, je vous prends pas. Pardon. Ça, c'est inattendu. C'est une femme en plus qui te le dit. Pardon. Enfin, déjà, c'est ma vie privée. Ouais. Non, c'est pas possible. Alors, moi, j'ai évolué dans mon parcours professionnel dans un milieu majoritairement oui, mais moi, c'était masculin. Enfin, c'est de l'aménagement paysager. Et du, ah bah oui, toi aussi, coup, oui, j'ai eu plein, alors, pas trop de remarques sexistes. Je sais pas comment j'ai fait pour passer à travers ça. Mais en tout cas, en attendant, enfin, ouais, j'ai entendu en disant, mais de quoi vous plaignez? Vous gagnez beaucoup plus que certains hommes. Enfin, voilà, dans l'organisation. Enfin bon, j'ai vécu ça, mais en même temps, j'ai avancé. Je me suis pas positionnée comme une rôle de victime. Non, mais là, n'empêche pas. Après, est-ce qu'aujourd'hui, justement, ce débat est toujours d'actualité, entre guillemets? Est-ce qu'on a vraiment des inégalités? Ah oui, moi, je le dis non, mais on l'entend souvent au niveau du salaire. Est-ce qu'aujourd'hui, non, même c'est de la reconnaissance. Ouais, ça, de la reconnaissance, j'entends bien, mais au niveau du salaire, c'est ce qu'on entend le plus. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a toujours ces inégalités-là? Il y a toujours des inégalités qui sont fortes au niveau du salaire, de la reconnaissance. Alors, pas toutes, hein. Certaines d'entre nous échappent à la règle et gagnent effectivement. Ça veut pas dire qu'on se laisse faire ni qu'on est victime, mais par contre, on doit déminer un paquet d'obstacles pour y arriver que les hommes n'ont pas. Ça, c'est vrai. Ça veut pas dire qu'on n'est pas capable de le faire, mais c'est un sujet quand même de société par rapport à l'égalité qui nous est vendue. Elle est pas là. Donc c'est très RSE de toute façon. On est dans le thème. On est dans le thème. Un des points du volet social sur les ressources humaines, c'est la diversité et l'inclusion avec le handicap, les origines, les générations et l'insertion professionnelle. Donc, on est en plein dedans. Là, je pense qu'il y a aussi des sujets sur lesquels on doit avancer et bien avancer. Et d'ailleurs, le mois prochain, on vous réserve un podcast qui est dédié justement au handicap et à l'inclusion de manière générale. Oui. Et ça va être super intéressant avec une experte aussi, Barbara, sur ce sujet. Donc, ça va être chouette. Donc, abonnez-vous. La qualité de vie au travail. Donc là, on a évoqué aussi le sujet, les horaires flexibles, la prévention santé, les espaces de pause adaptés, etc. Et ça fait partie aussi du management des équipes et sensibiliser les managers sur le sujet. La formation, mais bien évidemment, la formation tout au long de sa vie. On a fait un podcast sur ce sujet. Oui, mais ce qui n'était pas le cas. Vous, c'est une génération, excuse-moi, mais la génération de Thomas, c'est une génération, ils peuvent se former tout au long de leur parcours professionnel. Nous, moi, je peux me former maintenant à la fin de mon parcours professionnel comme j'ai envie. Mais c'était pas le cas. On était dans une filière, on n'en sortait pas. Et la formation tout au long du parcours professionnel, si on avait la chance de travailler dans un grand groupe, super, on avait ça, mais sinon on n'avait pas accès. Donc ça, c'est quand même et c'est un atout et un enjeu majeur par rapport à la transformation des organisations et par rapport à tout ce qu'on est en train de mettre sur et dans le cadre de la RSE, les bilans carbone, des ressources en interne. Et donc on doit former les gens pour arriver à mettre en place tout ça. Et les sensibiliser. C'est ça, et surtout que nous, aujourd'hui, on a quand même un bel accès à l'information. Et ça nous permet justement d'avoir cette flexibilité de pouvoir un peu voir les options que nous, on pourra emprunter par la suite, ou bien même justement choisir une formation, un poste derrière, n'importe, c'est vraiment assez flexible. Clairement. Par rapport aux parties prenantes, on a aussi, ça c'est le volet social de la RSE, on a la partie prenante des territoires et des collectivités locales, s'engager dans des partenariats locaux avec des associations, l'économie sociale et solidaire qui arrive en force. Ça fait partie de la RSE. Les entreprises, et là on est en plein cœur de notre métier avec les alternants, la recherche d'alternance, par rapport à la poursuite des études avec un collectif d'entreprises qui serait partie prenante des écoles, etc., pour être encore au plus près des besoins du territoire et de l'employabilité derrière. Donc ça fait partie aussi de la RSE. Organiser des journées solidaires avec le bénévolat, etc., et les BDE, ça fait partie de la RSE aussi pour un établissement. Soutenir l'économie locale
évidemment, consommer local, faire travailler les entreprises du secteur. Et puis éduquer et sensibiliser les clients sur les pratiques aussi responsables. Donc ça peut être, c'est plein de sujets. Il y a l'éthique aussi. Voilà, et en gros, par rapport à l'éthique et à la gouvernance, il y a une attente de la transparence sur les pratiques et les résultats, ce que tu disais quand même tout au long de ce podcast, avec une communication qui doit être claire. Il faudrait intégrer des critères de RSE dans les décisions d'achat stratégiques. C'est ce que tu disais dans le cas des appels d'offres. Mettre en place une charte éthique. Qui parlait de la charte tout à l'heure? Quelqu'un? C'est toi? Alors la charte éthique. Oui, dans les c'était les premières choses qu'on faisait. Nous, c'était les premières choses qu'on faisait quand moi j'étais aux achats pour un grand groupe de distribution. On avait on signait une charte éthique, ne pas accepter de cadeaux. C'est important d'encadrer aussi. Il y a plein de choses à faire dans la RSE. Après, c'est vrai que si on veut que ça fonctionne, il faut vraiment coller ça à la stratégie de l'entreprise. Exactement. Et essayer de faire des actions qui vont être, on pourra pas tout faire. Essayer d'être cohérent, définir des priorités, comme toujours. Ça inclut, ça inclut la co-construction aussi, la RSE. Et ça, c'est un sujet hyper important dans la RSE parce que grâce à la RSE, on arrive à faire des groupes de travail et de travailler ensemble pour mettre en place des choses ensemble et d'écouter nos collaborateurs. Et ça prend du temps. Et si on n'est pas habitué au sujet, ça fait un peu bizarre. Et là, du coup, on construit la stratégie ou du moins une partie de la stratégie avec les collaborateurs et ça va quand même plus vite à mettre en place une fois qu'on a l'adhésion. Mais c'est de l'intelligence collective. Oui, c'est absolument ça. Un point majeur, c'est qu'on peut pas trop diffuser ce genre de pratique en entreprise sans travailler, comme tu dis, en intelligence collective, parce qu'on n'embarque pas les gens et en plus, d'autre part, les bonnes idées elles viennent souvent du terrain aussi, donc on a vraiment besoin que tout le monde s'implique, ça c'est vrai. Et c'est ce qui rend les projets sympas aussi, de toute façon. Voilà. Et puis on a des jeunes qui débarquent dans l'entreprise qui ont plein d'idées, donc et déjà l'expérience en tant que consommateur individuel, donc il faut capitaliser là-dessus. Oui, c'est complètement renversé par rapport à nous. Nous, on est rentrés, on n'était pas forcément consommateurs, et vous, par le biais de l'alternance, vous êtes des consommateurs en même temps. Enfin, il y a vraiment une dynamique qui est différente, et c'est hyper intéressant. On a quelques stats quand même parce que c'est hyper important les stats par rapport à la connaissance et aux engagements des entreprises. Donc, 64% des entreprises de 50 salariés ou plus connaissent la notion de RSE et 52% d'entre eux déclarent mener des actions concrètes en ce sens. Ça, c'est une étude qui a été faite par l'INSEE, donc c'est sérieux. Ouais. Plus la taille de l'entreprise est importante et plus l'implication est élevée, semblerait-il. 84% des structures de plus de 500 salariés mènent des actions de RSE parce que c'est obligatoire, contre 47. Voilà, donc bon, voilà. Et ils ont les ressources. Et ils ont les ressources. Et contre 47% seulement parmi celles de 50 à 249 salariés. Et encore une fois, c'est une source de l'INSEE. Ouais. Et ça tombe encore sur les moins de 50 salariés et des niveaux plus bas, forcément. Il y a un enjeu là aussi, justement, de démocratie, de bien accompagner l'ensemble de la chaîne de valeur dans la RSE et qu'il n'y ait pas que les grands groupes qui mettent des actions en place. Alors moi, j'ai juste effectivement quelques chiffres et puis après on va peut-être qui rebondit sur ce que tu dis. C'est une étude qui a été faite en juillet, en septembre 2024 auprès de 436 entreprises. Dans le marketing et la com. Ouais, dans le marketing et la com. Et là, ça fait un lien direct avec le greenwashing. 36% pensent que l'engagement RSE est motivé par la volonté de contribuer positivement au monde. C'est faible comme pourcentage quand même. Très faible. 22% évoquent la mise en conformité avec la loi. Donc quand même, ça avance, mais parce qu'il y a des lois. 19% mentionnent la motivation des salariés, seulement 19%. Ça viendrait de la base, donc enfin de la base en tout cas des équipes. Et 21% soulignent l'aspect de la communication ou de l'image. Donc et là on revient sur le greenwashing qui est absolument répandu. Et que près de 90% de la communication et marketing pensent que c'est que la RSE contribue à la performance du marketing. Ça, c'est quand même... Bah oui, mais parce que c'est d'actualité, c'est comme ça que tu vas communiquer et vendre. Enfin, ça fait partie de la com marketing, quoi. Donc on pourrait rajouter plein de chiffres, on pourrait rester des heures de la RSE. En tout cas, moi j'espère que
c'est un peu plus clair. La RSE, c'est pas que l'environnement, c'est pas que l'entreprise, donc c'est beaucoup plus large. Il y a beaucoup de bon sens. Bah déjà, tout ce que vous avez décrit tout à l'heure, l'égalité, l'égalité aussi dans le travail, le temps de travail et compagnie. Enfin voilà, qu'il y ait un rapport pro-perso, le fait de pas surconsommer. Moi, ça me paraît déjà de base être du bon sens. Mais c'est bien. Maintenant, vous avez mis des mots, donc on va pouvoir avancer. Bon, fallait bien que je finisse comme ça. Non, mais c'est vrai. C'est du bon sens. Ouais, du bon sens, que du bon sens. Bien sûr. Du pratico-pratique. Ouais. Un petit mot de la fin, la jeune génération. Parce que c'est quand même pour vous aussi qu'on fait tout ça, hein, pour que la planète se conserve. Bah, d'un côté, en fait, ça nous montre entre guillemets que on est tous concernés. Forcément, on a tous un rôle à jouer dessus, que ce soit donc sur notre vie perso ou bien même dans nos futures entreprises plus tard ou dans le monde actuel. On a vraiment un pouvoir dessus. Et l'idéal, justement, ça serait d'améliorer toutes ces conditions qu'on a citées auparavant pour tout simplement avoir le monde meilleur, entre guillemets, dessus. Et alors, j'adore... Ça améliorer tout plein de conditions pour avoir un niveau de vie un peu plus haut et un peu plus stable aussi également. Surtout en ce moment, c'est pas terrible. Mais c'est hyper intéressant. Alors moi, je pourrais repartir sur un truc d'études là, mais... Il reprend la RSE dans sa globalité. Parce que effectivement, on parle de planète. La RSE, c'est la planète pour avoir et laisser une planète meilleure ou en meilleure santé. Mais en tout cas, la RSE, pour moi, c'est aussi travailler ensemble. C'est vivre ensemble. Ah ouais, j'allais dire, t'es encore sur le travail. Oui, mais c'est vivre ensemble. Oui, c'est l'environnement. C'est vraiment, c'est une vivre en société. C'est chaque groupe forcément a une action, quelque chose à mener justement pour, c'est du vivre ensemble. Absolument. Et donc, du coup, peut-être que notre podcast, il a une utilité dans la RSE, partie prenante. On donne la parole à plusieurs générations. Et ce qui fait que plus on va se connaître, mieux on va se comprendre et on va construire de jolies choses ensemble. On va vous passer le relais sans nous faire culpabiliser, mademoiselle. On va relever tous ensemble le défi du monde meilleur. Bon, il y a un peu de boulot, surtout. Il va y avoir du taf, je pense, ouais. Faut vous occuper quelques années. Mais quand j'écoute et à la fois la génération Y, c'est pas que je me dédouane et je sais que j'ai plein de choses à faire encore. Mais la génération Y et la génération Z, je me dis, mais tout est possible. Soyons positifs. Je pense que par contre, vous êtes plus positifs que nous. Hein. C'est ça. Nous, on a plus cette mentalité à changer les choses parce que aujourd'hui, donc, comme je le disais juste avant, on a trop d'accès. Nous, on est les relous. Et ils commencent à être relous. Donc moi, je suis contente. C'est surtout qu'on a un peu trop l'accès à l'information et c'est tellement médiatisé, relayé, etc., qu'on a la version de chacun. Et même pour une nouvelle, n'importe laquelle, on a l'impression que c'est la fin du monde. Ouais. Donc forcément, on a ce côté aussi où on réagit à chaud et on se dit, ah ouais, non, faut que ça bouge, faut qu'on arrive à changer les choses. Mais déjà, c'est bien, ils sont pas pacifistes, j'ai envie de dire, ça les touche quand même et tout ça, mais on est moins positif que vous. Et je crois qu'on en avait parlé dans le podcast sur la décarbonation. Ah oui, tout à fait, on en avait déjà parlé. Donc en 6 mois, mon avis a toujours pas changé. Mince, faut qu'on fasse d'autres podcasts. En tout cas, c'est toujours très riche d'échanger sur des différents sujets. Et ça, c'était un sujet un peu, pas plus technique, mais qui demandait un peu plus de recul. En tout cas, c'était moins instinctif me concernant, parce que voilà, une approche différente de la vôtre. Et je suis ravie de cet échange. Alors moi, je côtoie Mélissa au quotidien, donc je commence à savoir comment elle fonctionne. Par contre, sur un sujet touchy comme ça, ou en tout cas un peu plus impactant et responsable, encore une fois, je suis impressionnée par la génération Z. Donc, merci 1000 fois Thomas, et j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger sur d'autres sujets. Dans le podcast, on a des choses à se dire. Il va pas te dire non. Avec plaisir et merci déjà pour l'invitation. Non, franchement, oui, et même ça permet aussi de donner son avis. Et si on peut permettre à d'autres personnes d'en apprendre un peu plus là-dessus, c'est un plaisir.
Et toujours sans jugement et dans la bienveillance. Ça, c'est super important. C'est très chouette. Juliette, c'est toujours un plaisir. Oui. Moi, j'adorerais parler de ton sujet de la même manière que toi, mais je pense que je n'y arriverai jamais. C'est vrai que t'as une manière de parler du sujet qui est vraiment envoûtante. Ça s'apprend, ça s'apprend. C'est vrai qu'on est là, on se tait, on attend comme. Tu viens du marketing en plus. Bah oui. Voilà. Et ça résume tout ce podcast. Non, je déconne. Greenwashing, c'est sûr. On a passé 1 heure à parler de greenwashing. Et en même temps, t'as une façon d'amener les choses et tu as une facilité d'élocution. La prise de parole en public pour toi, mais c'est une marketeuse. De toute façon, ça fait partie de sa stratégie. Mais bien sûr. C'est sa stratégie. Donc voilà, l'authenticité, c'est moi. Ancré, pratico-pratique, économique. Moi, la rebelle. Voilà. Et toi, la rebelle. J'ai donc, l'habitude. ne changeons rien. Non. C'est ce qui fait la richesse du groupe. C'est sûr. Pour le vivre ensemble demain. Acceptons-nous les uns les autres. C'est ça. Avec bienveillance. Ça fait religieux, dit comme ça, mais c'est vrai. Ça fait bien fin de podcast RSE. Ouais, c'est ça. Et j'avais la conclusion, là, on la garde. Oui, on la garde. D'ailleurs, j'ai oublié de poser la question spéciale alternant, mais on la fera sur un prochain podcast. Tant pis, parce que j'ai oublié de leur demander une question. J'avoue. On répond à un auditeur à chaque fois, et là, je l'ai pas. Bravo. Et on n'a pas pris la question de notre auditeur, mais c'est pas grave. Nous la poserons sur les messages. Donc, on nous retrouve sur toutes les plateformes de stream, de podcast. Ouais. Ou, comment tu dis? De streaming. De streaming. Mais je mets plateforme d'écoute parce qu'on a quand même une majorité de personnes. Génération X. Voilà. Du coup, je mets. Non, mais c'est pas méchant. Bah non. Pas du mais tout. Je le prends pas mal. Non. Du coup, je mets plateforme d'écoute, mais c'est du stream. Ouais. Plateforme d'écoute. On s'adapte nous aussi. Thomas, il a envie de rigoler, il doit se dire, mais. Donc, vous nous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute ou de streaming. Ouais. Yes. Site internet. Oui. On a des choses à se dire.fr. Instagram. Et notre adresse mail. contact.onadeschosesassedire@gmail.com. Et vous pouvez nous poser toutes vos questions ou nous parler d'un sujet sur lequel vous aimeriez parler dans ce podcast. Et n'oubliez pas nos soirées débats, 3e jeudi de chaque mois, avec une petite nouveauté sur chacun des sujets. Nous avons un expert. Ou des experts. Ou parce qu'en novembre, on en a 2. Ouais, on en a 2. On rigole pas. Et des experts. Donc, suivez-nous. Vous avez tous les programmes partout. Ouais. Il suffit de vous abonner. Voilà. Un grand merci à vous deux. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Oui, Thomas aussi. Mille merci. C'était un chouette moment. Bon, bah, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.